Les amis, on est en 2022 depuis maintenant quelques semaines, mais ça fait quelques semaines que je vous ai demandé de me poser des questions pour faire une petite FAQ de nouvelle année. En réalité, je voulais juste un prétexte parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de FAQ et je pensais que ça pouvait être intéressant de répondre à des questions publiquement, même si j'en reçois de manière quotidienne en commentaire et en mail. Pour le coup, je vous ai demandé de me poser des questions et j'en ai sélectionné certaines auxquelles je vais répondre dans cette vidéo, tout simplement. Donc sans transition, on va passer à la première question. Valérie qui me demande, est-ce que je suis heureux? Alors, est-ce que je suis heureux? Oui Valérie, je suis très heureux. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie, sans blague. Mais paradoxalement, je suis aussi plus anxieux qu'avant. Je m'explique. J'avais déjà fait une vidéo sur mon quotidien d'entrepreneur où en gros j'expliquais que c'était pas tout rose tous les jours et qu'il y avait pas mal d'embûches. Et ce qui me rend heureux aujourd'hui, c'est le fait d'être autonome. Je pense que l'autonomie, c'est un des facteurs clés du bonheur. C'est aussi pour ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc le fait d'être autonome, le fait de pouvoir choisir ce que je veux faire au quotidien et ce que je veux faire de ma vie, c'est ça qui me rend le plus heureux aujourd'hui. Après, c'est aussi la même chose qui a créé chez moi une certaine anxiété. Avant, moi, j'étais le contraire d'une personne anxieuse. J'étais absolument jamais stressé, que ce soit pour les examens, pour les rendez-vous professionnels. J'étais jamais stressé, vraiment, je comprenais pas en fait les gens qui étaient stressés. Mais depuis que je suis indépendant et autonome, mon niveau de bonheur a sensiblement augmenté, mais ça a fait apparaître un petit peu d'anxiété, mais pas tout le temps, hein, je te rassure, je fais pas de dépression ou quoi, je me permettrai pas de dire ça. J'ai des phases où je suis un peu plus anxieux que d'autres parce que je réfléchis de plus en plus au futur et j'ai beaucoup moins de cadre en réalité, mais encore une fois, je pense que c'est pour le mieux parce que je suis indépendant et heureux, mais le fait d'être seul avec ses pensées tout le temps et de devoir tracer son propre chemin, ça crée aussi une sorte d'anxiété. Donc voilà, j'ai jamais été aussi heureux, mais il y a aussi un peu d'anxiété qui vient avec ça. Autre question, est-ce que j'ai trouvé des inconvénients au minimalisme? Alors j'aimerais bien te répondre que oui, et ça va paraître de mauvaise foi, mais non. J'ai pas trouvé d'inconvénient au minimalisme pour la simple et bonne raison que ma vision du minimalisme ne me permet pas d'y trouver des inconvénients. Parce que j'ai pas une vision restrictive du minimalisme. J'ai une vision extensive du minimalisme, dans le sens où je pense que le minimalisme est une boîte à outils. C'est une philosophie de vie qui te donne énormément d'outils, donc tu peux piocher un peu ce que tu veux, qu'il s'agisse de désencombrement, de minimalisme écologique, de productivité, d'énergie, de plein de choses, et tu peux les adapter à ta vie. Pour être très sincère avec toi, j'ai même déjà voulu faire une vidéo sur les inconvénients du minimalisme et je me suis dit que si je faisais ça, c'était pas faire preuve de sincérité avec mon audience parce que je pense vraiment que, en réalité, c'est une philosophie qui permet pas d'avoir des inconvénients parce que tu choisis un peu ce que tu veux. T'as pas à respecter des règles précises, c'est ce que je dis en permanence, chacun a son propre minimalisme. Donc, non, j'ai pas vu d'inconvénients dans ma vie du minimalisme. Et dernière question de Valérie, quels sont mes projets sur le long terme, voyage, immobilier, professionnel, déménagement, etc. Alors j'ai plusieurs projets sur le long terme, mais j'ai un caractère qui me pousse à pas trop dire ce que je vais faire avant de le faire. Mais pour te le dire grossièrement, j'aimerais vraiment développer cette chaîne et en vivre, parce qu'aujourd'hui j'ai des activités à côté que j'aimerais délaisser au profit de cette chaîne, parce que c'est vraiment ce qui me rend heureux, créer, que ce soit sur le minimalisme ou autre chose, hein. Vraiment j'aimerais de plus en plus faire des vidéos poussées, faire quelque chose vraiment de cette chaîne, parce que je pense vraiment que c'est ce qui m'épanouit le plus. Donc vivre de cette chaîne, ça serait déjà pas mal. En termes de voyage, toujours voyager. Le Covid aujourd'hui m'empêche beaucoup de voyager, mais moi de base j'aime avoir un mode de vie nomade. Au moment où je tourne cette vidéo, je vais partir 3 mois, peut-être que vous le savez déjà en fait, au moment où cette vidéo est publiée. Normalement je vais être dans quelques jours dans un nouveau pays pour 3 mois, et après voilà, développer cette chaîne de manière générale et me développer personnellement et toujours faire plus de projets, c'est ça qui m'intéresse et qui m'épanouit. Deuxième question de Sylvain, je vais essayer d'être un peu plus court dans ma réponse parce que je pense que sinon cette vidéo va durer 40 minutes, mais bon, je préfère donner des réponses constructives pour que ça serve vraiment. Sylvain en gros qui me dit qu'il joue 1h30 en moyenne aux jeux vidéo par jour et qui me dit que c'est une source de bonheur pour lui. Mais malgré tout, il culpabilise à chaque fois qu'il joue et à côté de ça, il arrive à s'épanouir dans son métier de coach sportif et il arrive à accomplir ses objectifs. Comment faire dans ce cas-là si les jeux vidéo sont une source et de plaisir et de culpabilité? Bah selon moi Sylvain, déjà dans l'absolu, c'est mon avis, mais 1h30 de jeux vidéo par jour, 1h30 de divertissement, c'est pas incroyablement énorme. Moi je suis pas de ceux qui disent qu'il faut tout le temps être productif et je vais jamais tenir le discours selon lequel 2 heures passées à regarder un film sont 2 heures que tu ne passes pas sur ton business par exemple. Pour moi, l'improductivité sert aussi beaucoup la productivité. Les moments de déconnexion, les choses que tu aimes faire hors du travail sont très importantes. Donc vraiment, pose-toi la question sur pourquoi. Pourquoi est-ce que tu culpabilises tant que ça de jouer 1h30 par jour? Est-ce que c'est à cause d'un discours global qui te fait penser que tu dois travailler toutes les heures de la journée sans t'arrêter?
ou est-ce que c'est parce que vraiment ça ne te plaît pas de te voir dans cette situation? Comme tu me l'as dit, c'était une source de bonheur pour toi, donc selon moi, si c'est une source de bonheur pour toi et qu'à côté tu arrives à réaliser tes objectifs professionnels, je vois absolument pas en quoi c'est un problème. C'est à toi de creuser psychologiquement ce qui te dérange vraiment, mais encore une fois, pour moi, l'improductivité sert vraiment à nourrir une personne en fait. Il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a aussi beaucoup de choses autour. Et moi personnellement, je suis le premier à, dès que j'ai fini le travail, déconnecter totalement et me divertir. Moi, j'ai aucun problème à faire ça. Pas de culpabilité à ressentir et questionne-toi sur vraiment ce qui te fait culpabiliser en soi. Jérémy qui me demande est-ce qu'il y a des choses que j'ai jetées ou une habitude que j'ai abandonnée que je regrette? Eh bien Jérémy, je réfléchis et pas trop en fait. Les habitudes, pas vraiment. Parce que justement, quand j'ai une nouvelle habitude, aujourd'hui, c'est que je suis conscient qu'elle est bonne pour moi, donc quand j'abandonne une habitude, j'ai conscience qu'elle m'apporte pas grand chose. J'avais essayé de méditer, j'en parlerai plus peut-être dans une autre vidéo, mais la méditation ça a jamais marché sur moi, vraiment jamais. Y a des trucs comme ça, sur certaines personnes ça marche pas. Par contre, la pratique du journal, moi, ça a marché dès le premier jour où j'ai commencé à écrire dans un carnet, ça a marché tout de suite. Par contre, la méditation, ça a jamais marché sur moi. Donc, j'ai abandonné ça. Mais après, est-ce que du coup, je regrette? Non. J'aurais peut-être bien aimé réessayer et peut-être que je le ferais avec une approche différente pour voir si ça continue à pas marcher. Mais ça n'avait pas marché. Après, en termes d'objets, encore une fois, pas vraiment aussi. Parfois, des vêtements auxquels je repense en me disant « Ah, c'était quand même une belle pièce, elle irait bien avec ce style actuellement. » Mais encore une fois, ça passe vite. Et souvent, on surestime à quel point des objets vont nous manquer. La plupart du temps, quand on désencombre un objet, on s'en rappelle rarement, voire jamais. Donc voilà, ça m'a déjà fait ça avec des vêtements, c'est parti très rapidement. Alors Louni me demande, on m'a déjà dit que le minimalisme c'est un caprice de gens vivant dans un pays riche, tu en penses quoi? Alors déjà un caprice, non. Le minimalisme c'est juste un mode de vie qui te permet de te concentrer sur l'essentiel en ayant moins, donc en faisant mieux. Un caprice c'est une pulsion sur le moment, une envie passagère, donc c'est pas un caprice. Après, est-ce que c'est un mode de vie pour riche, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme, il s'agirait aussi de le définir, mais bon, je vais pas pinailler sur tous les termes. Peut-être, oui, mais ma question c'est et alors? Toutes les actions qu'on fait au quotidien et toute notre vie découlent de certains privilèges qu'on a et de certains besoins qu'on a déjà remplis. Et la plupart du temps, les gens qui te disent que tel ou tel mode de vie, c'est un mode de vie de riche, ce sont pas des gens qui travaillent dans des mines de charbon. Ils ont pu décider quelles études ils allaient faire, ils peuvent décider ce qu'ils vont manger à midi, ils peuvent décider quel métier ils vont faire, et tout ça, c'est le résultat de certains privilèges. Et c'est le résultat de certains besoins qui ont déjà été remplis au préalable. Si tu regardes la pyramide de besoins, qui est aussi appelée la pyramide de Maslow, le besoin d'accomplissement, c'est le besoin le plus élevé de la pyramide. Et on pourrait associer à ce besoin le développement personnel, ces modes de vie comme le minimalisme, le fait de vouloir se développer de manière spirituelle, toutes ces choses-là. Mais encore une fois, ma question c'est et alors? C'est absolument humain d'aller vers des besoins différents au fur et à mesure que certains besoins sont remplis. Donc oui, le fait de pouvoir se questionner sur certaines choses est le résultat de certains privilèges, mais je pense que cet argument ne veut pas dire grand chose encore une fois. Comme le mois dernier, je faisais un défi 30 jours vegan, d'ailleurs si t'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir, et je parlais avec des gens qui me disaient que c'était un mode de vie de riche. Une de ces personnes à qui j'ai parlé était artiste. Moi, l'art, je trouve que c'est important et que ça contribue à rendre la société meilleure. Mais j'ai un peu fait l'avocat du diable, et je lui ai demandé, mais toi, à quoi tu sers en soi? Le fait que tu sois artiste, c'est déjà le résultat de plein de privilèges en fait. Tu le remets pas en question ça au quotidien. Et puisqu'on parle de s'élever après avoir rempli certains besoins, ça me mène parfaitement à la question suivante. Sébastien qui me demande, le minimalisme pourrait-il être une porte d'entrée pour une vie spirituelle plus riche? Alors c'est intéressant comme question, je vais essayer d'y répondre et tu me diras si j'ai répondu à côté ou si j'ai bien compris ta question. Ça rejoint un peu ce dont je parlais juste avant. Selon moi, le minimalisme, ça te permet d'avoir plus d'intentionnalité, de plus te questionner sur ce qui t'entoure, et de plus te voir comme quelqu'un faisant partie d'un tout, et comme quelqu'un qui a la possibilité de s'élever et de se questionner sur ce qui le dépasse. Donc oui, en soi, pour faire très court, je dirais que le minimalisme permet de développer une certaine spiritualité et permet de développer une vie spirituelle plus riche grâce à justement l'intentionnalité qu'on va injecter dans tous les domaines de notre quotidien et le questionnement permanent qu'on va avoir sur nous-mêmes par rapport à un tout. Je sais pas si je me fais comprendre et je sais pas si j'ai répondu à ta question ou si j'ai répondu à côté. Je te laisse me le dire en commentaire. Mais oui, je pense totalement. Carole qui me demande s'il fallait commencer le minimalisme par un seul truc, ça serait quoi? Franchement, un bon désencombrement.
un bon désencombrement. Je parle pas souvent de désencombrement, mais pour le coup, je te conseillerais pas autre chose pour intégrer de manière palpable les valeurs du minimalisme. Moi, personnellement, j'ai commencé avec un désencombrement, même si j'ai jamais eu beaucoup de mal à désencombrer, mais c'est comme ça que je suis rentré dedans, et c'est comme ça que j'ai compris que ça pouvait aller vers d'autres domaines. Après, tu peux aussi regarder des vidéos de créateurs comme moi, qui t'expliquent en permanence que tu peux faire autre chose grâce au minimalisme, mais si tu veux rentrer vraiment dans le minimalisme grâce à une approche palpable et dans le réel, je te conseille de faire un désencombrement. Conseil annexe, commence par désencombrer des choses assez faciles à désencombrer pour vraiment prendre la main, parce que désencombrer c'est pas facile au début en réalité. Après on peut prendre l'habitude, mais au début en fait on passe d'un mode par défaut qu'on a eu pendant 20, 30, 40, 50 ans, posséder et garder en fait une fois qu'on possède, à un mode où on se dit qu'on peut désencombrer ce qu'on a. Donc c'est très très bizarre au début, c'est très très bizarre. Donc commencer avec l'étape du désencombrement matériel. Après évidemment il y a énormément d'autres choses, mais si je devais te donner une réponse arrêtée ça serait ça, et commencer par désencombrer des choses faciles à désencombrer pour toi. Sarah qui me demande comment avoir un mode de vie professionnel minimaliste en étant artisan. Alors encore une fois c'est très intéressant parce que je fais aussi face à ce genre de problématique. En tant que créateur de contenu, j'achète du matériel pour mon travail et je dois toujours me demander où est la limite entre l'utile et le désir en fait, le désir irraisonné. Quand tu fais des métiers qui nécessitent beaucoup d'objets, tu peux pas passer à côté du fait de posséder entre guillemets beaucoup dans l'absolu. Mais relativement à ce que tu fais, c'est toujours à toi de te demander est-ce que tu es dans le trop. Donc vraiment, remets toujours en perspective par rapport à ce que tu fais toi. Et c'est aussi pour ça que je déteste les listes préfaites, c'est pour ça que je déteste les règles arrêtées sur le minimalisme, parce que chacun a une vie différente. Donc en tant qu'artisan, je pense qu'il est bien toujours de renforcer encore plus que la moyenne son lien d'intentionnalité, parce que c'est facile de tomber dans le fait de trop acheter pour son métier, et pas écouter des règles préfaites qui vont te dire quelle est la liste d'objets à avoir pour être minimaliste. Sabine qui me demande comment inviter un ou une amie à vivre de manière plus minimaliste sans faire la donneuse de conseils non sollicités. Par expérience, la meilleure manière de minimaliser entre guillemets la vie d'une personne, c'est pas de faire la militante, c'est pas de faire du prosélytisme, parce que la personne va se braquer. Pour moi, la meilleure manière d'inviter une personne à vivre une vie plus intentionnelle, c'est de lier certains principes minimalistes à des valeurs que la personne a déjà. Si la personne est très intéressée par l'écologie, essaie de lui faire voir en quoi elle gagnerait à désencombrer sa vie et à posséder moins d'un point de vue écologique. D'un autre côté, si une personne est très intéressée par la science de la productivité et que tout ce qui l'intéresse dans la vie c'est abattre des tâches et réaliser des objectifs, essaie de la faire rentrer par la porte de tout ce qui est productivité, énergie et science des habitudes. Beaucoup de gens comprennent des concepts et adhèrent à des choses quand on les fait s'accrocher sur des idées qu'ils ont déjà. Essaye d'imaginer les pensées des gens comme un arbre. Il y a un gros tronc qui est la base de ta pensée, et de là partent des branches, et tous les jours de nouvelles branches poussent sur cet arbre. Il faut vraiment que tu essayes d'intégrer le minimalisme à une des branches que la personne a déjà sur son arbre de la pensée. De mon vécu, c'est la meilleure chose pour pousser une personne à être plus intentionnelle dans son quotidien. De lui dire d'être minimaliste ou lui vendre le minimalisme à tout prix, je pense pas que ce soit la meilleure idée. Julien qui me demande, est-ce que tu as toujours été minimaliste dans ta vie avant d'avoir découvert ce terme ? Et quand et comment est-ce que tu as découvert cette pratique ? Et dernière question, comment organises-tu tes clés ? Quand et comment j'ai découvert cette pratique, je l'ai déjà dit, il y a 4-5 ans, en regardant le documentaire de The Minimalist sur Netflix. Voilà, c'est pas original du tout. Comment j'organise mes clés ? Bah tout simplement, j'en ai pas beaucoup, en fait, c'est pas une question qui se pose dans ma vie. Bah si tu veux, je peux te montrer, elles sont là. Voilà, voici mes clés. Je ressens pas le besoin de les minimaliser, j'ai pas 10 000 clés, j'en ai 4-5. Et voilà comment j'organise mes clés. Après, est-ce que j'ai toujours été minimaliste, même avant d'avoir découvert ce terme ? Non, je dirais non. Après, j'ai toujours eu un rapport plus réfléchi que la moyenne à la dépense et aux possessions, je pense. Même quand j'ai commencé à avoir des salaires, je dépensais pas totalement tout dans des vêtements ou dans des produits matériels. J'ai jamais eu la fièvre acheteuse, mais je tendais quand même à acheter pas mal de choses au quotidien, surtout des vêtements. Par contre, sur cette question, je pense que j'ai un caractère de base qui m'a permis d'être plus facilement minimaliste que d'autres gens. Je sais pas si ça fait sens, et peut-être que je ferai une vidéo sur ça, donc dis-moi ça en commentaire si ça t'intéresse. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent devenir minimalistes plus facilement que d'autres. Je dis pas que y a pas tout le monde qui peut devenir minimaliste, je pense que tout le monde peut le devenir, mais certains caractères font qu'on peut être plus tenté et qu'on peut devenir plus facilement minimaliste, je pense. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions que j'ai sélectionnées. Il y en avait plein d'autres, mais je pense que ça aurait fait une vidéo un peu trop longue. Donc si tu as des questions que tu m'as posées et que j'ai pas sélectionnées, ou peut-être que tu m'as posé les questions mais j'avais déjà tourné cette vidéo, tu peux me les reposer en commentaire. Donc si tu as n'importe quelle question, cette fois-ci, j'y répondrai en commentaire.
Donc pose-moi toutes les questions que tu veux, on s'y retrouve pour continuer cette FAQ. Si tu veux me contacter, ça peut aussi se passer par mail, hein. J'envoie des mails chaque semaine sur le minimalisme, l'énergie et la productivité. Ça s'appelle les lettres minimalistes. Si tu cliques sur le premier lien en description, tu seras inscrit aux lettres et chaque semaine tu recevras un mail sur du contenu que je ne partage pas sur YouTube parce que j'ai pas envie ou parce que j'ai pas le temps. Donc pour ne pas rater la prochaine lettre, clique sur le premier lien en description. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces toutes petites actions pour toi m'aident énormément chaque semaine, c'est pour ça qu'on est un peu plus de 8000 maintenant, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. Et de mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste. Wouh, 9%. J'avoue que j'ai un peu abrégé certaines réponses quand je voyais la batterie de ma caméra descendre petit à petit. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. J'avais trop la flemme de changer la batterie et tout. Je vais finir par appeler ces petites vidéos de fin les problématiques d'un créateur de contenu. Hein, on va appeler ça les chroniques de Lucas qui galère avec son matériel. Donc là, on est à 7% et ça va bientôt s'éteindre. Donc avant que ça s'éteigne, je te dis au revoir de manière solennelle. Donc, salut.